18h30. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Voici le sommaire de ce mardi. 30%, c'est la part d'enseignants du premier et du second degré affiliés à l'UNSA en grève aujourd'hui. Des enseignants qui ont suivi la mobilisation nationale. Principale revendication, l'augmentation des salaires des agents de la fonction publique. Du côté des parents, vous le verrez, il a fallu prendre ces dispositions. Nous partirons à Singapour également dans ce journal où le président du pays est actuellement en déplacement. Singapour où les ressources en eau manquent cruellement. Mais vous le verrez, le pays a réussi le pari de devenir un hydro-hub. Découverte dans cette édition. Enfin, nous nous intéresserons aussi aux sages-femmes de Polynésie, des alliées précieuses pour les futures mamans dans leur suivi de grossesse. Demain, la profession tiendra ses 4e assises, l'occasion pour nous de faire un état des lieux du métier au Fénois. Mais avant d'aborder ces titres, ce nouveau démantèlement d'un réseau de drogue entre la Polynésie et les États-Unis, c'est l'annonce faite cet après-midi par la procureure de la République. Hier, 3 individus ont été mis en examen, des chefs de trafic international de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Le 10 janvier dernier, 2 individus transportant plusieurs grammes de méthamphétamine incorporée avaient été interpellés. L'enquête a permis de révéler un schéma sophistiqué d'importation de drogue par voie maritime. En effet, 1,4 kg d'ice dissimulé dans une remorque embarquée dans un conteneur ont été découverts. Une opération d'envergure qui a permis l'arrestation de plusieurs autres suspects. Au total, 5 individus ont été placés en détention provisoire en attendant la poursuite de l'enquête. Je le disais en titre, donc 30% des enseignants du premier et du second degré affiliés au syndicat UNSA ont fait grève aujourd'hui. Une grève plutôt bien suivie à la suite d'un appel national. Au menu des revendications, notamment l'augmentation des salaires des agents de la fonction publique. Du côté des parents, bien sûr, il fallait faire place à la débrouille, comme l'a constaté Jessica Doucet-Touahou. Les portes de cette école de Pire sont restées closes ce matin. Ici, quasiment 100% des enseignants sont grévistes. Seuls occupant des lieux, ces agents municipaux. Les enfants, ils sont rentrés avec un mot, disant qu'aujourd'hui il y a grève. Et puis, oui, je pense qu'ils ont été prévenus déjà. Quand ils ont récupéré leur enfant, verbalement, on leur a dit. Il n'y a pas d'école aujourd'hui? Lui, il est là-bas à Tenaho. Non, il n'y a pas d'école. Comment vous vous organisez pour lui? On essaie de trouver des activités. Vous le gardez, vous ou... Oui, comme c'est juste un jour. Selon les représentants syndicaux, en Polynésie, plus de 50% des enseignants du premier degré et 30% du second ont suivi le mouvement national. Ils revendiquent principalement l'augmentation des salaires promis par le gouvernement central pour compenser la cherté de la vie. Reçus ce matin au vice-rectorat, les syndicats comptaient bien se faire entendre. Complètement. Aujourd'hui, l'inflation est importante sur les 2 années 2022 et 2023. Les salaires dans le privé ont augmenté, alors que dans le public, on a eu 2 petites augmentations qui n'ont pas comblé le gap entre l'augmentation de la vie et l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Donc c'est sur cette base en fait qu'on fait cette revendication d'augmentation. Les syndicats restent vigilants quant au suivi de l'agenda social mis en place, car les économies budgétaires envisagées par les gouvernants pourraient bien le compromettre. On nous a dit que sur cet agenda social, il n'y aurait pour l'instant pas de remise en cause concernant les avancements pour les infirmières, les personnels de direction, les enseignants, les personnels administratifs. Mais nous, on veut du concret, on veut voir venir les choses. C'est pas ce que l'État montre, puisqu'il retire de la table 10 milliards, et on parle même de 20 milliards d'euros pour cette année. On ne souhaite pas que cet agenda social soit remis en cause. Une rencontre avec le secrétaire du Haut-Commissariat s'est tenue en début d'après-midi pour évoquer le mécanisme de la compensation de l'ITR. Demain, les écoles accueilleront de nouveau les élèves.
Voilà, en politique, maintenant, dialogue difficile aujourd'hui entre le Tavini et les membres de la mission d'information sur l'avenir institutionnel des Outre-mer. Je rappelle que ces derniers sont chargés de déterminer le statut de demain dans les différents territoires ultramarins. Une question évidemment cruciale pour le parti indépendantiste, mais il semble divisé en interne, comme ont pu le constater Laure Philibert et Esther Palot-Cordette. C'est une rencontre à huis clos ce matin entre la mission d'information mandatée par le Palais Bourbon, le président de l'Assemblée et le président du Tavini Wir Atira. L'entrée est gardée, les parlementaires ne sont pas accueillis par les autorités à l'avant du bâtiment. La majorité n'a pas tout de suite répondu favorablement à l'invitation de Temat Le Gaïk. Lorsque Darmanin est venu précédemment, le Tavini Wir Atira n'a pas souhaité rencontrer Darmanin. Pourquoi? Parce que selon une certaine doctrine du Tavini Wir Atira, depuis 2013, les discussions doivent se faire à l'ONU sous l'égide des Nations Unies. Pourtant, c'est bien sous l'impulsion du chef de l'État, Emmanuel Macron, que les discussions autour d'une évolution du statut s'ouvrent. À partir du moment où le président de la République a ouvert une fenêtre de tir sur ces discussions-là, il était opportun pour nous à l'Assemblée nationale, par rapport à la délégation Outre-mer, de nous en saisir et de demander à chaque territoire qu'est-ce qu'il souhaite vraiment, ou s'il sait plus ou moins où est-ce qu'il souhaite aller ou pas du tout, est-ce qu'il souhaite rester dans la République ou sortir de la République française. Il y a toutes ces discussions à avoir, il faut qu'on ait des échanges assez libres, ouverts, pour qu'on puisse dire clairement ce que chaque territoire veut. Mais pour Tony Géros, l'avenir institutionnel de la Polynésie ne peut être évoqué qu'avec l'ONU. On va les rencontrer à Caracas, donc en mai prochain, et nous espérons, c'est le souhait qu'on a formulé devant les députés présents, nous espérons que la France va dignement ouvrir le dialogue et comme ça on pourra discuter de la préparation d'un processus de décolonisation qui puisse nous permettre d'arriver avec beaucoup de maturité à organiser le référendum en Polynésie. Membre de la mission, le député de la première circonscription polynésienne considère lui aussi le patronage de l'ONU comme inévitable. L'indépendance, on ne la demandera pas, comme tous les territoires, on la prendra. Ça veut dire que c'est à nous d'être force de proposition et à la puissance administrante d'accompagner ces propositions. Les enjeux de décolonisation doivent se décider au niveau international. Demain, la mission d'information rencontrera les autonomistes. Nicole Sanquer, René Temeharo et Gaston Floss doivent s'entretenir avec les parlementaires. À la présidence, faute également de se voir ouvrir les portes de l'Assemblée. Et pendant ce temps, le président du pays, quant à lui, est toujours en déplacement officiel à Singapour. Moetai Broderson s'est intéressé au système de distribution d'eau dans ce pays où la ressource manque cruellement. Et pourtant, Singapour a su se transformer en hydro-hub. Vous allez comprendre comment dans ce reportage de notre envoyé spécial, Thomas Chabrol. Avec une absence massive d'eau potable, Singapour fait de l'approvisionnement en eau durable un enjeu national. Entourée par la mer, la cité-État n'a pas de nappe phréatique exploitable et doit acheter l'eau à la Malaisie voisine. La ville de près de 6 millions d'habitants vise l'autosuffisance. Pour y parvenir, elle a mis au point un système de recyclage à la pointe de la technologie. Les eaux usées de Singapour fournissent 40% de ses besoins actuels. À Singapour, le président Moetai Broderson cherche des solutions qui pourraient être transposées au Fénoua dans un objectif de développement durable. La gestion de l'eau ici, ils ont 4 composantes. Ils ont une partie de leur eau qu'ils achètent en Malaisie. Donc il y a un pipeline qui achemine de l'eau depuis la Malaisie, principalement pour la consommation en eau potable. Ils ont ensuite une réutilisation totale des eaux grises qu'ils convertissent en ce qu'ils appellent New Water, qui est utilisée par les entreprises, notamment celles qui fabriquent les circuits électroniques, puisque c'est de l'eau très très pure. Ils ont ensuite la désalinisation de l'eau de mer et puis ils ont la récupération des eaux de pluie. Grâce à des technologies très innovantes, une partie de l'eau recyclée est même rendue propre à la consommation. Mais le coût de cette technologie est exorbitant. L'eau, un enjeu planétaire. En Polynésie, la problématique de la montée des eaux entraînera une salinisation des lentilles d'eau, notamment au Tuamotu. Les techniques pour désaliniser l'eau de mer existent déjà, mais elles restent complexes techniquement et coûteuses. La partie désalinisation, c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment, puisque c'est une technologie qui peut s'adapter notamment au Tuamotu, mais aussi à d'autres îles éloignées
qui font déjà face à des difficultés en approvisionnement en eau. Donc c'est intéressant pour nous de comprendre comment ça fonctionne et surtout quelles sont les perspectives en termes de recherche et développement qui sont faites ici à Singapour. Dans sa quête d'approvisionnement en eau, Singapour a conceptualisé ce barrage au cœur de la ville en 1987. Il a été ouvert en 2008. La structure forme ainsi le 15e réservoir de Singapour et le premier au cœur de la ville. Il est une prouesse technologique. Marina Barrage agit également comme une barrière contre les marées et les crues grâce à un système de vannes de déversoir. Et on revient à Tahiti, où les professionnels du transport de marchandises depuis et à destination de l'étranger disposent désormais d'un nouvel outil pour faciliter leur démarche. Baptisé FETIA, le dispositif permet surtout d'accélérer les procédures. Créé en 2018, il devrait être rendu obligatoire dès le mois de juin. Nous écoutons les précisions du ministre des Transports, Jordi Chan. Il est interrogé par Sam Teinaure. Ça permettra non seulement d'avoir un gain de temps pour les usagers, mais également de dématérialiser et de simplifier toute la procédure concernant ce passage. Et la difficulté qu'on a rencontrée par le passé, c'était d'interconnecter ce système avec le logiciel de dédouanement de la douane qui s'appelle Phoenix. Et depuis que nous avons été nommés, nous avons mis un point d'honneur à finaliser ce développement. C'est aujourd'hui chose faite depuis le 31 décembre dernier. Donc ce que nous comptons faire au cours des prochains mois, c'est lancer une phase de test, d'expérimentation pour valider le développement final du logiciel et permettre la généralisation de l'utilisation du service d'ici au milieu de cette année. Bilan satisfaisant pour le salon de l'automobile Rayatea. L'événement s'est achevé il y a quelques jours. Plus d'une centaine de prêts pour un véhicule ont été sollicités par les visiteurs. Un bon chiffre malgré un salon avancé d'1 mois par rapport au calendrier initial et une conjoncture toujours difficile. On fait le point avec Ronnie Moufat. Plus de 200 véhicules exposés et 12 marques représentées sur le salon, de la citadine aux véhicules utilitaires en passant par les 4x4 rutilants ou encore les SUV, il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. Oui, tout à fait, une année exceptionnelle, plus de 250 véhicules et cela dans toutes les gammes. Des citadines pour les petits budgets, voilà, des projets plus familiaux avec des berlines, du crossover, des SUV, du SUV jusqu'à 7 places également présents cette année. Et également nos incontournables pick-up qui font la renommée de ce salon de Uturoa. On est venu d'abord pour regarder, voir les prix déjà, parce que les temps sont durs pour tout le monde. Hein. Et on a eu un coup de cœur pour une voiture. Et sur quoi s'est fait le choix justement de cette voiture? Déjà pour l'espace, pour nous et la petite famille, hein, qui est suffisante pour nous. Nouvelle ère de mobilité, dans les allées ornées des dernières merveilles automobiles, les visiteurs découvrent également l'évolution du transport et les nouvelles technologies de l'ingénierie automobile. On pense également à l'environnement, donc des voitures suréquipées à ce niveau-là et cela dans toutes les gammes, avec notamment des versions hybrides qui arrivent vraiment cette année à grand renfort. Et vraiment, l'hybride n'est plus un débat sur Rayatea, c'est ancré dans les mœurs, donc le choix de l'hybride voilà, n'est plus un choix vraiment, les gens adhèrent au projet. Un événement bien achalandé, mais qui pourtant a failli ne pas avoir lieu. En fait, les chapiteaux, tout ce qui est structure est réquisitionné pour les Jeux Olympiques de Tiopo. Donc voilà, à partir d'avril, donc on a précipité entre guillemets le salon pour le mois de mars. Mais bon, le message est bien passé, le public est bien présent sur Rayatea, il n'y a pas eu de souci. La présence des établissements bancaires et des assureurs sur le salon permet aux visiteurs d'envisager ou non l'acquisition du véhicule choisi. En 5 jours de salon, plus de 100 dossiers ont été enregistrés. Voilà, au volet santé à présent, elles sont des alliées précieuses dans le suivi de grossesse des futures mamans. Les sages-femmes de Polynésie tiendront leur 4e assise demain. L'occasion pour nous d'aller à leur rencontre pour comprendre leur métier, mais aussi les réflexions qui sont menées pour une meilleure prise en charge des futures mamans et de leurs nouveau-nés. C'est un reportage signé Merete Ato et Naya Bennett. Laurie exerce le métier de sage-femme depuis plus de 15 ans, dont 10 ans en Polynésie française. Au fil des années, elle a appris à adapter son travail au milieu dans lequel elle évolue.
Elle profitera des assises qui s'ouvrent demain pour partager son expérience et en apprendre sur les autres. Et les assises, c'est aussi, je me dis aussi le moment de justement d'intégrer aussi, de dire ok, nous il se passe ça localement, culturellement on travaille comme ça, mais de l'extérieur, qu'est-ce que ça peut nous amener et qu'on peut mettre en pratique chez nous et comment le mettre en pratique finalement en l'adaptant évidemment à la spécificité de la Polynésie puisqu'on est sur un territoire qui est quand même très très particulier en termes de prise en charge et d'organisation des soins. Et avec Laurie, on se connaît aussi en dehors, mais c'est un peu ça, ça devient une confidente. Tu es obligé de tout lui dire de toute façon pour éviter d'avoir des petits couacs le jour J. C'est important pour moi parce que ça me permet de me rassurer pour le jour J, l'accouchement. Et même si c'est le deuxième enfant que j'attends, c'est toujours utile de se préparer mentalement pour ça. À domicile ou en milieu médical, le métier de sage-femme est en constante évolution. Il y a quelques années, les patientes favorisaient les cours de préparation à l'accouchement en groupe. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à demander des cours individuels. Même pour la première, j'ai suivi des cours de préparation à l'accouchement, mais c'était pas en individuel comme aujourd'hui, c'était en classe où on était plusieurs femmes à suivre les cours. Du coup, c'était pas forcément aussi intime, on va dire, donc tu pouvais pas forcément te lâcher sur des questions. En tout cas pour moi, je suis pas quelqu'un qui se dévoile comme ça aussi facilement. Du coup, je trouve que là, c'est beaucoup mieux pour moi et plus adapté. Ça nous donne une place privilégiée dans le sens où on est tellement proche des gens que du coup, ils ont la possibilité de pouvoir nous confier beaucoup de choses, de pouvoir nous poser des questions. On est du coup accessible. Et je crois que c'est ça les grandes qualités aussi qu'il faut avoir entre sages-femmes, c'est d'être à l'écoute, d'être bienveillant bien sûr, et d'être aussi compétent pour essayer d'apporter les solutions adaptées selon le cas, au cas par cas, quoi. Les assises des sages-femmes de Polynésie débuteront demain à la mairie de Pir'in. Elles se dérouleront sur 2 jours. Et si la majorité des bébés naissent à terme, ce n'est pas le cas des bébés prématurés. Ils ont besoin de lait maternel et non infantile pour pouvoir grandir durant cette période délicate. Mais le lactarium du CHPF voit ses réserves diminuer. C'est pourquoi il appelle les mamans allaitantes du Fénois à donner leur lait. Si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas à vous rendre au lactarium du CHPF. Pour de plus amples informations, vous pouvez également contacter le 40 48 58 19, le 40 48 58 19. Petite escale à présent à Rapa, à la rencontre de 2 artisans. Randall et Poema sont de véritables professionnels de la sculpture et du tressage. Ces derniers proposent notamment plusieurs pièces gravées uniques et des chapeaux authentiques, découvertes dans ce reportage de Pounoatoti. Et chaque île, sa culture. Et ce que je fais graver os, j'ai pas appris à l'école. Et puis c'est ici que j'ai appris. C'est d'abord sur le bois, puis sur la pierre que Randall a façonné ses premières créations. Aujourd'hui, cet artisan sculpteur de Rapa prépare une nouvelle œuvre en utilisant comme matière première l'os. J'ai fait en forme sol, clé sol et avec la carte de Rapa. C'est ce bijou-là, j'ai fait, c'est pour montrer comme quoi je peux graver aussi. Randall utilise également les morceaux de nacre pour la fabrication de bijoux. Comme Randall, Maman Poema diversifie les matières premières qu'elle utilise pour créer ses œuvres. Pour fabriquer ses chapeaux, elle utilise du aeho, ou roseau de mer en français. Une semaine de travail est nécessaire à la confection de ce chapeau. Maman Angia et Randall s'efforcent de transmettre leur savoir-faire aux jeunes pour éviter qu'ils ne se perdent. Voilà.
Voilà, et on termine cette édition par cette information. Sachez que la semaine du cinéma débute demain et jusqu'au mardi 26 mars. À cette occasion, vous pourrez profiter de tarifs réduits. Le prix d'une place est à 800 francs. Vous pourrez donc en profiter jusqu'au 26 mars et ce, dans tous les cinémas de Tahiti. Merci donc de nous rester fidèles. Juste après, retrouvez l'émission de divertissement Koh-Lanta, suivie de 2 épisodes de la série Equalizer. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.